Bonjour à tous, donc bienvenue dans Les Voix de l'IMO, un podcast dans lequel on interviewe des experts de l'immobilier dans différents domaines. Aujourd'hui, on reçoit Franck, donc un expert de la location saisonnière et directeur de l'agence Mongroom, une conciergerie à Troyes. Bonjour Bon, on Franck, démarre tout de suite. Ouais. on Bonjour démarre tout de Franck. suite. Est-ce que Bonjour tu Mathieu, peux bonjour Pierre. te présenter en quelques mots pour que tout le monde te connaisse? Oui, alors j'ai actuellement une conciergerie locative ou ce qu'on appelle une conciergerie Airbnb à Troyes depuis 2019. Une conciergerie que j'ai montée après un parcours de vie assez mouvementé. Bah, en gros, si tu peux dire, voilà, un petit peu ta carrière, enfin, grosso Oui, modo, bien qu'est-ce que sûr. tu as fait, qu'est-ce qui t'en a amené, enfin, pourquoi tu es venu à la conciergerie aujourd'hui, simplement. Ah, c'est vrai, effectivement, c'est une bonne question et c'est ce qui a lancé le projet et c'est ce qui a permis de perdurer dans le temps. Euh, alors, je suis ancien gendarme, j'étais gendarme pendant plus de 17 ans. J'ai fait de l'intervention, j'ai été aussi enquêteur, chef de groupe enquêteur avec l'OPJ. Euh, Pilote d'engin blindé, après j'en passe de toutes les qualifs, hein, il y en a pas mal. Donc une vie assez mouvementée. J'ai parcouru le monde, ce que les gens ne s'aperçoivent pas forcément en gendarmerie. On pense surtout aux brigades Toi, tu étais en aux- mobile, Alors j'ai fait gendarmerie mobile, j'étais à Satori. ok? Voilà, donc gendarmerie mobile. Et après, j'étais en brigade, brigade autonome, où là, j'ai découvert un nouveau métier. Donc, remise en question totale, j'étais déjà gradé, il a fallu que je rapprenne un autre métier. Et c'était passionnant, en fait, ça, j'ai commencé à apprendre, à me découvrir à cette époque-là. Je vous parle de ça, c'était en 2013. Euh, Ça donne un petit coup d'yeux, mais c'est sympa d'y repenser. Entre-temps, alors j'ai passé l'OPJ, donc officier de police judiciaire. Et là, j'ai appris beaucoup de techniques super intéressantes et je me suis rapproché surtout de l'humain. Alors, vous allez vite comprendre pourquoi, quel est l'intérêt aujourd'hui d'avoir travaillé sur ça. En parallèle, j'ai fait une formation de praticien en programmation neurolinguistique. Hmm. J'étais aussi instructeur en Krav Maga. Ok. Alors, je dis j'étais parce que je pratique plus trop. Et j'ai fait un double diplôme et en même temps, j'ai passé une certification en sophrologie. Donc, je suis sophrologue aussi. Et j'ai continué sur le coaching, coaching de vie, coaching personnel. Euh, alors, c'était un métier passionnant, vraiment passionnant. J'étais tout le temps, voilà, c'était à l'époque du Bataclan, les attentats, l'humain, de travailler le relationnel avec les gens. Comme je dis aujourd'hui, c'était mes clients. Euh, il fallait tout le temps gérer, tempérer et être dans l'action. Donc gérer sur l'instant T et pas dans 24 heures ou dans 48 heures. Il fallait vraiment gérer à la minute, à la seconde par moment. Ce qui m'a permis vraiment de développer des compétences, ce qu'on appelle voilà, nos skills maintenant. Hmm. Ça, j'ai tout acquis grâce à l'expérience. J'ai eu une période de ma vie où je me sentais plus vraiment à ma place. Vous imaginez bien, j'avais un surnom dans les Yvelines, on m'appelait le gourou. Voilà, le gourou parce que j'étais gendarme, mais en même temps j'étais sophro, coach, donc les gens me regardaient d'un œil un peu bizarre, avec beaucoup de bienveillance, et en même temps j'aidais des gens dans mes cours de crâne. Donc j'attirais certaines personnes et c'était génial. Après j'ai eu un événement de vie où mon père est décédé, en 2019. Entre-temps j'avais rencontré Laura, ma femme actuelle, qui est thérapeute à Troyes. Et j'ai décidé de revenir ici pour aider ma mère qui a un pressing. Vous allez vite comprendre le lien avec la conciergerie. Euh, mais je suis revenu, j'ai tout plaqué du jour au lendemain. Voilà, c'est un peu mon trait de caractère. Quand j'ai décidé de quelque chose, je le fais à fond. Voilà, quoi qu'il Donc, arrive. tu as démissionné de la gendarmerie. Alors j'avais déjà commencé à arrêter, donc j'ai eu le temps de faire un dossier retraite, on peut appeler ça. Donc je suis parti en douceur. Entre-temps, j'ai bossé un peu dans le civil. Je me suis vite aperçu que c'était bien, sauf que j'allais plus vite que les gens. Je suis fils de commerçant, d'artisan, et dans ma tête, ça carburait vraiment très vite. Euh,
Donc, 2019, et quand je vous parle de cette date-là, c'est très important parce qu'on est vraiment aux prémices des conciergeries Airbnb, ce qu'on appelle actuellement conciergerie Airbnb. Il y en avait très peu. À 3, il y en avait quasiment plus. Alors, il y a quelques prestataires qui s'étaient lancés. Il y en a encore une à qui je pense qui est encore en activité. Mais au final, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne, ou ça se faisait un peu en off. Et je vous parle de 2019-2020, avant Covid. Beaucoup d'Airbnb n'étaient pas légaux et les gens ne connaissaient pas la réglementation. Il n'y avait pas autant de règles que maintenant. Il y avait moins de logements aussi, de façon Il y générale. avait beaucoup moins de logements, ça je me souviens encore des stats. Et il y avait un marché, il y avait un business à prendre. Euh, et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est bien beau de venir aider ma mère dans le pressing. Je ne me voyais pas repasser ou reprendre un pressing. Euh, et là, je me suis dit, quelles sont mes passions? J'ai commencé à investir en immobilier. Et ça, c'est très important, cette donnée pour faire une conciergerie. J'avais 21 ans. J'ai acheté mes premiers studios, ensuite j'ai acheté d'autres appartements, là une maison que je prêtais à mes parents. Euh, et j'ai enclenché comme ça l'immobilier. Avec travaux, la maison était en fin de travaux aussi. Donc j'ai appris sur le tas, on va dire, l'immobilier. Alors j'ai fait plein d'erreurs. J'ai vendu à perdre, j'ai fait très peu de plus-value, j'en ai fait quand même un petit peu, mais bon. Là par contre j'ai appris à gérer l'IMO, à gérer les stratégies IMO. Euh, à jouer sur du déficit foncier, qui actuellement me sauve. Euh, j'ai fait du dehors bien, voilà, on en pense ce qu'on veut, mais à l'époque pour moi c'était très bien dans ma situation, parce que je gagnais quand même pas mal d'argent. C'était un très beau levier des fiscs. Euh, Sauf que je repartais de zéro, mais vraiment quand je dis de zéro, j'étais même en banqueroute personnelle, c'est-à-dire que j'avais 30 000 euros de dette personnelle. Parce que de tout plaquer du jour au lendemain, au final c'est un coût. Euh, Mais pour autant, comme je disais, voilà, malgré tout le passif que j'avais et les étiquettes et le placard de médailles, comme je dis, j'ai retroussé les manches, j'ai pris mon bal à chiottes, excusez-moi le terme, et puis j'y suis retourné. Parce qu'au début, tu faisais toi-même, c'est ça? J'ai tout fait tout seul au Donc, tu début. as Je me commencé. suis lancé en micro-entrepreneur, et ça en France, c'est génial pour lancer un business, pour tester un business. Je me dis, ok, je vais tester, on voit ce que ça donne, et j'ai eu mes premiers clients grâce au pressing de ma mère. Voilà, par le relationnel, les gens me connaissaient un petit peu ici, en tout cas les anciens de Troyes. Certains testaient déjà un peu le Airbnb, en tout cas les propriétaires fonciers. Certains donc me connaissaient mes parents, m'ont fait confiance, m'ont permis de me lancer avec mes premiers apparts. Est-ce que toi, tu faisais déjà du Airbnb pour toi avant de lancer la conciergerie ou t'as appliqué Non, directement justement. pour les autres? Alors, j'ai appelé directement. Alors j'étais utilisateur d'Airbnb En tant que client? et d'hôtels. Ouais. J'étais plus encore sur l'hôtellerie que sur le Airbnb à l'époque. Euh, j'ai tout essayé. Alors j'ai beaucoup bougé professionnellement. Je parle plus de camp militaire. Euh, mais après, personnellement, c'est Airbnb, hôtel, voire camping. Donc Ok. j'ai un peu tout testé à mon niveau. En tout cas, j'ai vu ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Et ça, c'était déjà très important, pouvoir tester son propre produit. Euh, et je me suis dit, il y a un business à prendre, il y a du service à créer. Moi, dans ma tête, au début, j'ai créé du service. Et vite fait, je me suis dit, bah tiens, il y a quelque chose à faire. Je me suis dit, il n'y a rien. Fin 2019, concrètement, il n'y avait rien de structuré. On trouvait très rarement des formations, en tout cas crédibles. Euh, et puis je peux même vous dire qui j'ai suivi, hein. J'ai suivi Sébastien Moré à l'époque, Mhm. 2019. Donc lui venait créer une formation, il commençait à donner des conseils, etc. Je m'entends très bien avec lui maintenant. On va dire que c'est un de mes mentors qui m'a permis de me lancer, qui m'a appris des bases, qui a dégrossi tout ça en 15 jours. Voilà, c'était fait. Est-ce que tu as pris une formation payante pour te former à ça Tout ou à est-ce que fait. c'était sur du gratuit, du YouTube, etc. Il n'y avait pas trop de chaînes YouTube. Ok. Alors, il y avait. Il y avait du contenu, mais maintenant que du recul, du mauvais contenu. Comme on dit, il y avait pas mal je vais pas dire le Vente de mot là, rêve. de choses à pas regarder et surtout pas mettre en place. Voilà, là Ok. j'ai en tête une personne qui donnait des conseils qui étaient complètement illégaux. Hmm.
Vous avez compris que pour moi, la légalité, le fait de faire un business pérenne et écologique, est très important à mes yeux. Mais surtout quand on passe par une société, qu'on a une vraie boîte, qu'on fait du service pour des autres clients, il faut absolument qu'on apporte un service qui soit complètement légal et de qualité. On ne peut pas bidouiller. Alors, je pouvais pas bidouiller déjà parce que j'étais ancien gendarme, j'étais encore de réserve, et surtout que mes clients, je peux vous le dire, parce que depuis on a arrêté les contrats, c'était des gens de la mairie, c'était des grands patrons de Troyes, et il fallait que je garde mon image, et j'ai réussi à les avoir parce que j'étais le fils aussi de mes parents, et voilà, j'ai un nom qui est connu sur la place de Troyes. Donc je me suis mis un peu la pression tout seul. Euh, et ça, j'oserais dire que c'est un très bon début. C'est-à-dire qu'il faut savoir tout de suite se dire, ok, allez, on monte la barre et j'ai pas le droit d'aller en dessous. Et là, je me suis dit, on fait, on travaille. Et honnêtement, j'ai travaillé, je fais des journées de 15 heures. Fallait absolument que je me relance. Quand je vous dis que j'avais des dettes, allez, encore 10 mois ou 12 mois, j'ai tout soldé. Je me suis dit, il faut que je paye tout. Je pouvais pas. Et dans la foulée, j'ai mon petit dernier qui allait arriver. Euh, Encore la pression. Le Covid arrive. Voilà, tout est. Donc là, tu étais encore tout seul. J'étais déjà avec Si on peut Laura. reprendre le truc, donc non, quand je dis tout seul, c'est dans ton business. Dans le business, j'étais tout seul, j'étais en Donc là, micro. tu as démarré, tu as pris tes premiers clients, tu faisais Voilà, tout c'est toi-même, ça. et ensuite le Covid, c'est ça? Et là, le Covid est arrivé. Euh, donc, on parle de 2019, début 2020, mars de mémoire. Euh, je travaillais, puis pour moi, il était hors de question d'arrêter. Mais rappelez-vous, tout était fermé, des interdictions de partout. Euh, J'avais un peu de mal à me dire, qui va me dire de m'arrêter, moi? Alors que c'est moi qui justement qui disais aux gens d'arrêter avant. Je lisais entre les lignes, et là je voyais qu'il y avait un gros flou, parce que personne ne savait quoi faire face à l'événement. Et moi je me dis, là il y a une opportunité à prendre, mais encore plus. Il fallait se lancer, il fallait prendre le marché, il fallait être présent. Et je dis, moi j'y vais. Et je suis allé chercher tout le monde, tout ce que je pouvais. J'ai bossé, et honnêtement, j'étais le seul à louer à 3. Et j'étais tellement le seul que tous les restos étaient fermés. Avec ma femme, on s'est relancés tous les deux. Donc là, la location saisonnière marchait encore pendant cette période-là? Mais j'ai gazé. Ah, ok. J'ai gazé. Alors oui, attention, j'ai fait des promos. Visuellement, je faisais des promos à moins 50. Mais c'était rempli. Le peu d'appartements qu'on a en début de société, je devais avoir déjà plus de 10 biens, je les remplissais. Par contre, je offrais, et là, une chose qu'il faut retenir de nos jours, c'est qu'en 2020, je proposais beaucoup de services. Des services que les gens ne pouvaient pas avoir. La restauration, les courses. Donc je livrais tout. On faisait à manger à la maison, et j'ai apporté les repas. Ah ouais. Parce que des gens, des travailleurs, des professionnels devaient se loger. On parlait des infirmiers, etc. Mais il y avait beaucoup d'aidants, il y avait beaucoup d'encadrement dans les sociétés, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient. Ça, on en parle très peu. Mais ces gens-là avaient besoin, et je me suis dit, il y a un besoin à fournir. Et ça, cette petite idée-là est restée et ancrée, on va dire, dans l'âme de mon groupe. C'est toujours pouvoir répondre à un besoin, quel qu'il soit, et quelle que soit la période. Après, ça a bien fonctionné, ça a repris, on a eu plusieurs vagues de fermeture, etc. Ça s'est mis en place en France et voire même dans le monde. Les plateformes se sont structurées aussi, ont aménagé aussi leurs services. Euh, Dans la foulée, 2021, j'ai lancé le process en SASU. Et je me suis dit, je lance, il faut Donc là, structurer tu quittes fiscalement. l'auto-entreprise Tout pour à fait. passer en vraie société, entre guillemets. Alors, c'est Structuration, purement je fiscal vois. et comptable. Hein. Ok, non, mais après, pour se payer, c'est plus la même. Voilà, il y a plein de choses qui Voilà, changent. ça, tout à fait. On peut recruter, on peut refaire voilà, plus de choses. Oui, alors souvent ce qu'oublient les gens, c'est quand on est micro-entrepreneur, avant tout en entreprise individuelle. De l'EI, c'est individuel. Après, le plan fiscal, c'est du micro-social simplifié. Mm. C'est juste ça, micro-entrepreneur. C'est génial, mais par contre, pour faire travailler quelqu'un ou travailler quelqu'un, c'est autre chose. Et là, on parle des bourgs, etc., etc. Là, je sais, bien souvent, on perd beaucoup de monde dans la partie. Il faut absolument structurer très rapidement. Surtout que j'avais vite dépassé le chiffre. Euh, Tant mieux. Mais je me suis dit, quelle est la solution? Donc,
prendre un comptable, prendre des conseils et structurer une société. Et moi, mon choix en tout cas, ça a été la SASU. Euh, je ne donne pas de conseils par rapport à ça parce que le choix est très personnel en fonction de chaque situation et savoir si on a des associés et en fonction Oui, aussi la stratégie, de la chacun, stratégie. Est-ce qu'on se paye, est-ce qu'on se paye Voilà. pas? Alors, est-ce qu'on se paye, est-ce qu'on se paye pas, est-ce qu'on a besoin d'argent surtout, et quelle est la Comment on vision à compte long le terme de la sortir? Bien société, sûr. qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce que je vais faire de mon bébé. Voilà. Tout à fait. Mon groupe avant tout c'était euh, ma petite boîte, voilà, pour laquelle j'ai transpiré quand et elle arrivait en même temps que mon petit dernier Sacha. Ok. Euh, Donc pour faire un état des lieux, en fait, c'est vraiment, tu avais une carrière, on va dire, complètement différente. À un moment donné, rupture, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, a priori. Tu réfléchis aux mm, opportunités, tu fais un état des lieux de les qualités que tu as, des choses que tu as mm, pu apprendre et capitaliser sur tout ce que tu avais comme compétences à ce moment-là. Tu vois l'opportunité de Airbnb monter. Tu te mm, dis conciergerie, c'est quelque chose il qui y a un peut être besoin, ouais. florissant. Il y a un besoin, je peux y répondre, j'ai les mm. compétences. Et donc, à ce moment-là, tu te lances. Comme tu le dis, ça a beaucoup, beaucoup évolué depuis. C'était quand même les débuts. Moi, j'ai pas connu aussi tôt, mais je me suis lancé pas longtemps après. C'est vrai qu'on disait le nombre d'appartements sur trois, en l'occurrence, il y en avait très peu. C'était pas du tout aussi professionnel que maintenant. Il y en avait encore beaucoup qui fournissaient pas les draps, les serviettes. Mm. Voilà, enfin, je veux dire, quand on regarde la différence, maintenant, si on n'a pas un appartement prévu pour de Airbnb avec une qualité professionnelle, on n'arrive plus à s'en sortir. À l'époque, c'était vraiment limite, on louait voilà, n'importe quoi. Limite, une chambre chez soi facilement. On pouvait louer un appartement complètement classique. Il n'y avait pas du tout les mêmes besoins. Est-ce que maintenant, tu peux essayer de nous faire un petit état des lieux des dernières règles? Là, on entend beaucoup de bouleversements, des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses, des choses qui sont passées, des choses qui ne sont pas passées au BOFIP. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux là, des dernières tendances? Pas forcément que ça soit exhaustif, hein, mais celles Bien sûr. toi, t'ont marqué le plus. Alors, ce qui me marque le plus, effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui sont en action, beaucoup de choses qui passent et qui ne passent pas. Il y a surtout beaucoup de choses qui sont fausses et de choses qui sont dites euh, dans les médias, dans les journaux, dans la presse, dans les infos, parce qu'en fait, ça vend. Euh, Comme vous le savez, on vend par la peur. Euh, alors, ça peut être une technique marketing, hein, effectivement. Les journaux, le journalisme a très bien compris, ils vendent par la peur. C'est très rare. Moi, je vois aucun journal télévisé qui vend du bonheur, à part Rire et Chanson. Hmm. Euh, une petite pub pour eux, hein, mais au moins on rigole, vous voyez, j'ai le sourire. Je suis arrivé tout à l'heure, j'écoutais Rire et Chanson, ça me fait rire. Et, euh, et sinon, je vais mettre Europe 1. J'adore Europe 1, hein. Mais il n'y a que des mauvaises nouvelles. Tout le monde se plaint. Hmm. Oui, Airbnb, machin, et c'est à cause d'eux qu'il n'y a plus de logement. A3, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien en location. Euh, J'ai un terme, excusez-moi, hein, c'est du bullshit. Il n'y a jamais autant de biens locatifs qu'actuellement et de bonne qualité. Il y a enfin des biens de bonne qualité à 3. Surtout que le marché il se régule aussi tout seul. Le marché se Ceux qui sont régule. bons ils restent, ceux qui sont Voilà. pas bons ils arrêtent. Et finalement ceux qui voulaient Alors, se lancer avec un format pas hyper qualitatif sur Airbnb en pensant faire fortune, ils se retrouvent exactement. sur le C'est marché exactement du ça. locatif Voilà. classique. C'est en fait, comme une idée que je partage souvent avec tout le monde et que j'ai déjà pu partager avec vous en discutant un peu en off, c'est que faut voir la stratégie de location en immobilier, pour parler d'IMO. Je suis avant tout un loueur et je suis loueur aussi en courte durée. Je vais expliquer comment je fais aussi. Euh, Il y a une stratégie quand je dis voilà, si tu veux placer ton argent sur un livret A, en IMO, tu fais une location nue. 0x, tu as un contrat sur 3 ans, tu prends le temps, ça arrive. Par contre, tu pondères et s'il y a un souci, tu prends le temps de le gérer. Quelqu'un qui est en locatif, qui a une maison, généralement, ils ne vous appellent jamais. C'est très rare, ou il y a peut-être une chose à faire, vous prenez le temps. Voilà, s'il y a une chose à refaire dans l'allée, vous mettez un mois pour le faire, c'est pas un souci. Après, si vous avez un peu plus d'appétence au risque,
Vous vous dites, bah tiens, je vais commencer à mettre des fonds sur des livrets à 5%, peut faire des placements un peu plus dynamique. risqués, plus dynamiques, je prends de l'assurance vie, ça m'intéresse, mais ça reste sûr. Ok, je prends des risques, mais mesurés, voilà. D'ailleurs, je regarde un match de boxe, mais je suis derrière la grille. Euh, Là, on est plus sur du meublé. Meublé, il y a de la casse, contrat annuel, voire 9 mois. Souvent, Plus de turnover. il y a du turnover, il faut gérer, et il y a beaucoup de frais qui se mettent en place. Et il y a des actions déjà mentales qui se mettent en place. Mais c'est aussi, quand je vous parle d'humain et de stratégie, de psychologie, là on parle vraiment de psychologie. Euh, et après, il y a le risque, les actions. Là, il y a, ok, trading. j'achète une action, demain elle chute, le lendemain, 2 jours après, elle remonte. Ouah, génial. Là, on a un stress, on subit. On a le haut, on a le bas, etc. etc. Euh, la location courte durée, c'est exactement ça. Moi, quand je dis à mes clients, la première phase d'entretien, je leur dis, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le fait de, quand je vous parle de trading, d'action, peut-être pas de TF, c'est un peu plus sûr, mais dire, est-ce que vous êtes prêts à perdre de l'argent? Et là, ils me regardent, tu me dis, ouais, mais là, je veux gagner de l'argent, je veux faire du cash, c'est une machine à cash. Ouais, ok, ça peut le faire. Si tu as acheté du Tesla, du Apple au bon moment, tu as fait plein d'argent, on est d'accord. Mais à un moment, ça chute. Et le marché chute, le marché est fluctuant, on parle de basse, haute saison, oui, mais dans quel que soit le secteur, la ville, le pays, il y a des hauts et des bas. Il y a peut-être qu'à Paris, des grosses capitales, où le marché est un peu plus stable. Et combien même. Donc il faut être prêt justement à avoir cette appétence au risque, avoir cette prise de risque. Et là, vous allez dire, ah ouais, mais tout ce qu'il a fait avant, voilà à quoi ça me sert aujourd'hui. À me dire, ok, on est bas, ça chute, mais c'est pas grave. Parce que moi, ce que je vois, c'est que là, au mois de mai, ça va reprendre, on a les ponts, on a le mois de juin. Là, effectivement, je prends l'exemple d'un studio. Studio A3, les prix ont énormément baissé en quelques années. On peut tomber à des 35 euros à la nuitée, net. Il y a 5 ans, quand je me suis lancé, on était à 45-50 euros la nuitée. On va dire, c'est pas beaucoup, mais c'est énorme au bilan. Sur un bilan en lycée, c'est énorme. Euh, Là, on se dit quelles actions je vais mettre en place. Et c'est là où il ne faut pas s'endormir sur son business, il faut toujours être actif, il faut toujours se dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place tous les jours, tous les jours. Ça demande une rigueur mentale, une rigueur aussi, mais physique, parce qu'il faut se déplacer. Il faut se dire, ouais, ok. Ça, c'est de l'entrepreneuriat, de toute façon. Faut toujours. Mais c'est exactement ça. Et l'allocation courte durée actuellement, c'est l'entrepreneuriat. C'est Non, un mais complètement. business. En fait- Ce qu'on faisait il y a 5 ans, quand tu t'es lancé, je me souviens de tes premières annonces, je les surveillais. Pour moi, tu étais un concurrent. Parce que je fais de la veille. Il faut faire de la veille stratégique. Les revenus, c'est aussi faire du revenu management, vendre au meilleur prix. Euh, Voir sa concurrence, mais c'est très bienveillant de regarder sa concurrence où il y a toujours quelqu'un qui arrive à faire mieux. Et c'est ça qui est génial. Moi, comme je dis, j'ai rien inventé dans mon business. J'ai juste recopié. J'ai regardé ce qui fonctionnait en France et ailleurs. Alors, c'est vrai que le modèle, c'est toujours les États-Unis. Ils ont toujours 1 an, 2 ans d'avance sur les services, un peu sur tout. Euh, je regarde, je dis, tiens, ça c'est pas mal, ça marche. Tiens, Mathieu, il a fait ça dans son bien, ou il a mis telle chose en valeur, ah c'est pas mal. Je regarde ses coms, je regarde les coms de tout le monde, de mes concurrents, qu'est-ce qu'ils font de mieux que moi, en tant que loueur et surtout en tant que gestionnaire. Pourquoi lui va vendre plus que moi? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le bien en lui-même, la typologie du bien, les services que les gens vont mettre dedans, ses photos, voilà, sa déco aussi, c'est très important de parler déco. Euh, et au final, quel est son prix? Actuellement, tout le monde me dit, oui, je veux vendre, je veux faire de l'argent. Compliqué. Oui, on peut faire de l'argent. Surtout enfin, on a déjà discuté sur un autre sujet, mais la problématique, c'est que souvent, dans ce genre de business, tout le monde se tire vers le bas. C'est-à-dire que bah, l'autre, il vient de mettre son nouvel appartement, il veut louer mieux que les autres. Donc, il va baisser Oui. son prix par rapport aux autres. Donc, les autres d'à côté, ils vont dire, bah oui, mais lui, il est moins cher, je commence à moins louer, il faut que je baisse aussi mon prix. Donc, tout le monde, finalement, baisse ses prix, baisse ses prix, baisse ses prix. Et c'est un marché qui se tire vers le bas. Et là, il vaut Mm. mieux faire l'inverse en disant, qu'est-ce que je peux faire de mieux que les autres et Mm. réussir à choper un prix
beaucoup plus cher que les autres, donc vendre des nuits plus chères, Mm. mais que les gens viennent quand même chez moi parce que c'est mieux, plus de services, etc. Sinon, tout le marché est tiré vers le bas et à un moment, on n'est plus rentable, plus personne n'est rentable et ça fonctionne pas en fait. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est ce qu'on voit en 2025. Euh, j'en ai encore... Quand j'en parlais l'année dernière, tout le monde me riait au nez. Tout le monde me disait, ouais, c'est pas de quoi tu parles, on verra. Ce que je fais, je suis le meilleur du monde. Alors, je vous parle de particuliers comme de professionnels, hein. Mm. Certains pros ont le sens du business, certains ont compris la vision et ont vu les tendances. Les temps, c'est facile à voir, hein. Il suffit d'observer l'économie, la géopolitique, de voir les business actuels dans l'hôtellerie. L'hôtellerie est une très bonne référence. La conciergerie, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un mélange d'hôtellerie, de tourisme, euh, de service ménage, de service un peu de tout. Bricolage, on fait de tout. On est du multiservice. Je devrais même pas m'appeler conciergerie, je devrais m'appeler mon gros multiservice. C'est que on me demande de faire des choses quasiment impossibles. Alors j'adore. Si vous allez me dire, ah mais il y a moyen de péter un câble. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place le bien, le corriger, refaire la déco. Ensuite, il faut faire les photos. Ensuite, il faut retoucher les photos. Donc là, on repasse encore sur d'autres compétences. Je passe derrière mon clavier, je refais les photos, je fais du storytelling, je fais du copywriting. Faut jouer, faire des interviews. Faut faire mettre en image maintenant. Si on ne vend pas de l'image, on ne vend rien. Et bien qu'on ait fait tout ça de manière professionnelle, après, il faut le vendre. Donc, on va faire du revenu management. Encore une formation que j'ai dû, des compétences que j'ai dû acquérir au fil du temps. Et je me suis encore formé pour ça. L'annonce. Voilà, l'annonce, copywriting, l'amélioration. Après, tout ce qui est référencement et énormément, et voilà, tout le travail de comprendre la plateforme pour être Mais référencé en fonction des conditions de la plateforme. Et après sont tout pas les ça, mêmes sur toutes les plateformes. Et après tout ça, maintenant, on a d'autres enjeux. C'est il faut vendre sur des plateformes. On est tributaire des plateformes. On est tributaire d'Airbnb, on est tributaire de Booking, d'Abritel, le groupe C'est grâce Expedia à d'Airbnb. eux quand même que ça existe. Mais, alors je dis bien un gros mais, merci. Grâce à eux, on vend. Bien sûr. Là, en ce moment, il y a une mode. Il y a une mode, je suis beaucoup de gens, j'ai beaucoup de collègues, on va dire, qui font ça, qui font de la formation. Ils disent arrêtez Airbnb, arrêtez Booking, ils vous volent, faites votre site en direct. Oui, il faut faire un site en direct. Il faut vendre. En fait, quand je dis effectivement c'est un business, il faut créer sa marque. Il faut se démarquer. Je disais, il faut faire un truc de plus que les autres. Mais on ne peut pas passer à côté d'une plateforme comme Airbnb de nos jours. Bien sûr. C'est un apporteur d'affaires. Dans tout business, on a des apporteurs d'affaires. Pour faire de l'IMO, en tant que mandataire, on a besoin d'apporteurs, on a besoin de gens qui nous conseillent. Et le plus bel apporteur d'affaires qui met des millions de dollars en publicité, c'est Airbnb, c'est Booking, c'est Expedia. On dit Expedia en France, c'est Retail. Ils ont dépensé des centaines de millions de dollars, d'euros, quand vous voulez, en publicité. Donc en fait, on profite indirectement grâce à leur site, à des réservations. Et en fait, le deal, c'est qu'ils prennent une commission. Et ça, c'est français de dire, bah oui, ils gagnent de l'argent, alors je les fais pas travailler parce qu'ils prennent X%. Vous le voyez aussi de votre côté, voilà, vous travaillez, je prends temps pour faire le travail. Bah, bien sûr. Un agent immobilier, on va lui dire, ah bah tiens, ma commission est de temps. Ouais, mais c'est trop cher pour ce que tu fais. Mais les gens n'ont pas conscience de tout le travail en amont, de toute la mise en place. Et là, quand la plateforme loue quelque chose, après, ils ont leurs règles. Plus ou moins strictes, et qui changent tous les 3 mois. Et c'est surtout que, au-delà donc, du pourcentage qu'ils prennent, c'est où est-ce qu'on a envie de dépenser son énergie. Est-ce qu'on a envie de dépenser son énergie et passer énormément de temps à développer justement un site internet, de la communication, aller chercher le client et vérifier les clients aussi, parce qu'ils ont un vrai rôle de vérification, de cautionnement aussi par la même occasion, ou donc pour économiser par exemple ces 20%, ou est-ce qu'on veut dépenser son énergie là finalement où on a déjà largement assez de travail à faire, de présenter un bon bien, de mettre les bons prix, de tout préparer pour que ça se passe bien, et à la limite, moi je préfère largement mettre mon énergie à faire un deuxième logement et payer les commissions Airbnb avec grand plaisir
leur donner les 20% et qu'ils remplissent mes logements, plutôt que passer mon énergie à économiser 20%. Je préfère avoir un deuxième logement et puis payer les 20% pour ses clients. Exactement. Et là, dans ce que tu dis, je retiens une chose, c'est le plaisir. Tu parles de plaisir à faire les choses. Bien sûr. Moi, alors, quand les gens viennent me voir, alors, dans leur tête, c'est je vais voir une conciergerie ou un prestataire, voilà, n'importe qui en ce moment, pour déléguer le ménage. Parce que j'ai pas le temps de faire le ménage. Ok, ça c'est la première réflexion. Moi, je leur dis, ok, bah, trouvez-vous une femme de ménage. Bah oui. C'est aussi ce qui est le plus chronophage finalement quand on fait du Airbnb. S'il y a un truc à faire en premier, c'est déléguer le ménage. Tout ce que je Si viens on de sait vous faire le dire, reste. tout ce que je Si viens on de vous sait faire dire, le mais reste, ça on est prend un d'accord. temps fou. Effectivement, quand on sait déjà tout faire avant, qu'on sait lancer un bien, qu'on a tout mis en place. En fait, c'est en deux phases. Il y a avant avant le lancement, Et la tout ce gestion. que je vous ai dit. Après, il y a la gestion. Et dans la gestion, il y a répondre aux voyageurs, Bien sûr. faire Beaucoup de l'entretien, les réparations et la blanchisserie. Mhm. Alors ça, la blanchisserie, tout le monde oublie. Alors ça, c'est le nerf de la guerre. Le Mhm. ménage à la blanchisserie. Moi, je passe par une blanchisserie et je loue le linge. C'est que j'ai tout acheté, j'ai tout fait moi-même au début. Bien sûr. Mais jamais de la vie, en fait. Mhm. J'ai chopé des crampes et j'ai jamais eu des épaules aussi épaisses. Honnêtement, pourtant, j'en ai fait. À faire des housses de couette, à les tirer, à les replier. Ouais, c'est super. Hein. Mais quand vous en avez par centaines à faire, c'est ingérable. Alors d'après toi, c'est une bonne question. Un particulier qui se lance, qui dit tiens, je vais faire du Airbnb dans mes appartements, il peut en gérer combien lui-même de A à Z? C'est-à-dire que si il fait tout ce qu'on a dit, en plus il fait le ménage, en plus il fait la blanchisserie, chez lui il se débrouille, hein, où il va en lavomatique, il peut en faire combien d'après toi simultanément dans une journée? J'ai pas de réponse précise à t'apporter, mais si je dois dire un mais, tout va dépendre de l'envie de la personne et Il faut que ce soit son job. du temps. On est d'accord. Faut que ce soit Voilà, son du job. temps qu'il a. En fait, si déjà tu as des personnes qui sont salariées, j'oserais dire 35-38 heures, tu as peut-être le temps de gérer quelque chose à côté. Et souvent, je vois beaucoup de gens qui le font, et qui le font bien. Moi, les gens qui viennent me voir et dire j'ai qu'un bien, et j'entends je suis salarié, j'ai le temps de faire ci, j'ai le temps de faire ça, est-ce que vous pouvez juste m'aider à faire le ménage? Mais je leur dis mais non, je ne prends pas le contrat. Parce que moi, je ne vais pas dépenser l'énergie, du temps pour en fait les aider sur des choses qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Et c'est même pas le temps de leur dire non, je veux pas de toi. C'est je veux qu'ils apprennent à le faire. Sauf souvent, ce sont des gens 6 mois après qui viennent me voir. Ouais, mais en fait, c'est trop chiant à gérer. Faut répondre. Les gens m'appellent à 22 heures. Ils sont jamais contents. Ils m'ont cassé la table. Les draps sont déchirés. J'ai pas le temps de faire les machines parce que j'amène tout à ma femme. Elle gueule parce qu'il y a 2 machines à faire, 3 machines à faire en plus. Parce que ce qui oublie les gens, c'est l'augmentation de l'eau, usure de la machine, augmentation de lessive, de l'électricité. Et là, depuis 2 ans, l'électricité, c'est vraiment aussi un des postes de charge vraiment à contrôler. Ah, du coup, si tu peux juste répondre à ma question, une personne qui le fait lui-même, qui a acheté quelques appartes, combien d'après toi il peut... S'il n'est pas à plein temps, un ou deux, je pense que tu peux pas gérer plus. Tout dépend. Alors, oui et non. Alors, Première option. Première option, la personne est vraiment toute seule. Elle doit tout apprendre. Déjà, elle se lance sur un appart. Ça tourne bien. Parce qu'elle a des process, elle met en place des process, elle a été bien conseillée, elle a réussi à trouver sur Google, sur Internet, des tips un petit peu à droite à gauche. Le bon logiciel pour l'accompagner, elle va commenter 2-3 biens. Là, ça devient gérable. Et tout dépend de la surface du bien. Un studio, on va dire, entre une demi-heure et 1 heure de préparation, en fonction de la typologie du bien, on est pas mal. Donc, dans la journée, si tu dois faire du turnover Une demi-heure, 1 heure, on est d'accord, c'est le temps passé sur place à faire le ménage. Que le ménage. Ensuite, il faut quand même compter, c'est ce que tu disais, la partie... Les courses, la blanchisserie à la faire. blanchisserie, voilà, tout ça. Donc, tout un tas de choses derrière. Donc c'est des choses qu'on peut faire dans la journée, entre deux, pendant le midi, ou quelqu'un a un mi-temps, c'est parfait. Et là, c'est un très beau complément de revenus. Voilà. Et En fait, surtout, il faut le voir comme une activité annexe en fait. Ouais, tout à C'est fait. pas un investissement locatif passif comme on peut l'entendre qui va booster la rentabilité. C'est soit en fait on va faire un investissement locatif, donc déjà les gens non, pensent ça que c'est un c'est gros complètement, mensonge. Ah oui, oui. complètement passif. Déjà l'immobilier c'est jamais complètement passif. Comme tu disais tout à l'heure, il y a différents degrés de mise en location qui vont être plus ou moins passives. Mais à partir du moment où on fait du Airbnb, c'est une vraie activité. Si on veut tout gérer soi-même, c'est une vraie activité
qui est super pour un complément de revenu si on a du temps à y consacrer. Du temps, et à un moment, il faut savoir aussi déléguer. Mmh. Prendre conseil auprès de sachants. Moi, je suis aussi consultant, marketeur B&B. Des gens font appel à moi, gèrent leurs biens, mais n'ont plus le temps, par exemple, de refaire leur annonce, d'optimiser leurs photos, d'avoir des conseils, en tout cas d'avoir un autre regard, un deuxième, voire un troisième regard, des fois. Souvent, ça se passe en couple. Et de prendre du recul, dire, moi je leur dis, ouais, mais ça, c'est moche. L'annonce est dégueulasse. Voilà. Faut refaire le texte et il faut l'adapter, le texte. Parce que le plus gros défaut des loueurs et des conciergeries, je vous le dis aujourd'hui, c'est que l'annonce est toujours la même. Si tu dois faire une annonce, faut l'adapter. Faut l'adapter à la saison. Mettre des photos en fonction. Moi, ce que j'ai encore fait cet hiver, je me suis amusé à mettre des petits sapins, des petits Pères Noël sur les premières photos, sur la photo d'accroche. Mais c'est tout bête ce que je vais faire. Mais ça a attiré l'œil et les gens se sont dit, tiens, pour Noël, et dans mon texte, effectivement, il y avait des allusions aux fêtes de Noël, aux fêtes de fin d'année. L'annonce, elle y est plus aujourd'hui. Vous allez me dire, ah, bah, le gars, il n'a pas changé son annonce. Bah non, là, on arrive sur l'été. On va plus promouvoir des ventilateurs, des clims. On va mettre les photos fenêtres ouvertes, terrasses, balcons. Des terrasses aussi, par exemple, de la ville de Troyes avec des terrasses. En hiver, on s'en fiche. Moi, des fois, je regarde des annonces en plein hiver. On voit un super jardin avec des transats. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre au mois de décembre? Moi, je veux qu'il fasse chaud, qu'on ait du chauffage, de l'eau chaude, puis surtout des grands lits. Voilà, des grands lits. Et des plaids. Des lits de 2 mètres au moins. Ça, c'est intéressant. très grand. C'est vrai que c'est un vrai tips. Est-ce que ça, tu pourrais. Est-ce que tu as ressenti, à partir du moment où tu as appliqué ça, justement, de faire des annonces adaptatives en fonction des saisons, est-ce que tu peux à peu près mesurer les taux de remplissage ou les prix? Est-ce que ça joue sur quels critères et en quelle proportion, à ton avis? C'est une très bonne question, ça. Je réfléchis vite fait. Alors, ce que j'ai pu analyser, j'ai toujours une petite phase d'analyse dans la semaine, souvent le lundi. En tout cas, ça augmente le nombre de vues. Ok. On parlait tout à l'heure des plateformes, alors surtout Airbnb, parce qu'ils ont vraiment créé un algorithme assez puissant. Plus il y a de vues, plus vous êtes mis en valeur. Donc il y a la première phase, la vue, après le clic. Et là, c'est encore une compétence qu'il faut avoir en marketing. C'est-à-dire qu'il faut savoir analyser les données Airbnb ou Booking, aller dans leurs stats. Et pour ça, Booking est vraiment excellent, ils ont vraiment des très bonnes stats. Aller chercher le nombre de vues, le nombre de clics. Qu'est-ce qui fait que mon bien va être mis en valeur? La première photo, en fait, l'ordre des 5 photos. Ça, on vous le dit toujours, n'importe où. L'ordre des 5 photos est très important pour faire aller chercher le clic. Moi, j'ai augmenté mon nombre de vues grâce à ça. Parce que les gens ont pu se projeter. Ah bah tiens, et ça passe pas que par la photo, ça passe aussi par le titre. Le titre, maintenant, on peut plus mettre ce qu'on veut. Et c'est du SEO. Là, on va penser au référencement. Il y a 2 écoles pour ça. Faut changer, faut pas changer, faut mettre un nom de marque, etc. J'ai tout essayé. Tout marche. J'oserais dire tout marche ou tout marche pas. C'est un ensemble de critères qui vont faire qu'à un moment, le bien va fonctionner. Le choix du titre et surtout, viser ta niche. Non, mais en fait, c'est comme toujours, il n'y a pas de solution miracle, c'est pas Non, un il n'y a truc pas de qui fait solution. fonctionner Il y a des une annonce. techniques qu'il faut tester. C'est un cocktail qui fait en la globalité publicité, d'une voilà, maintenant sur, pardon, je prends Facebook Ads, les annonces, on a toujours un test AB. Enfin, ça a toujours été d'ailleurs bien sur sûr. Google Ads. Il faut faire du AB. Il faut tester. Il faut tester la première photo, il faut tester le titre. Si ça marche pas, on recommence. Moi, j'ai des mauvaises expériences en conciergerie en tant que gestionnaire. Euh, j'ai des annonces, je vais la publier le jour même, et ça va être rempli dans la journée. Là, j'ai un mois d'avance, ça m'est arrivé récemment. Je m'y attendais pas. Les photos n'étaient pas finies, c'est des photos temporaires, le titre je l'avais même pas mis. Il y avait un pauvre titre, je sais plus ce que j'avais mis, mais c'était un T6. Voilà. Ok, et là ça s'est rempli. Ok, j'ai pris l'info, je l'ai gardé, je dis mais pourquoi ça marche? Je lance en même temps un magnifique T2 bis, voilà, même pas un T3 avec 2 chambres, place du marché, photo pro, super annonce, Optimisé. 0 résa. Rien. Mais
pot de balle. J'arrive pas à le lancer. Il a fallu que je refasse mon annonce pour relancer, avoir des résultats. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est ça le truc. C'est qu'on est vraiment tributaire de la plateforme et du lancement. Ce qu'il faut faire, c'est surtout pas rater son lancement. Mais là, c'est vraiment en fait c'est un conseil business. Il faut jamais rater son lancement. Moi, je sais que quand je faisais ce que j'ai démarré du Airbnb, j'en fais plus déjà depuis longtemps, mais j'ai démarré il y a quelques temps. Ça fait peut-être plus de 10 ans, premier Airbnb. Et je suivais aussi sur YouTube les quelques YouTubeurs qu'il y avait. Et en tout cas, j'avais une stratégie de prix agressive au début, donc je me mettais très bas en termes de prix. Je pense que c'est ce que toujours Airbnb recommande. D'avoir des prix très bas, tu gagnes pas grand-chose, voire tu es peut-être un petit peu en perte. Mais tu as tes premières résas, tu montes dans l'algorithme, tu as tes premiers commentaires, normalement bons commentaires, ce qui fait que tu es encore plus vu, et tu vas augmenter tes prix petit à petit jusqu'à temps d'atteindre ce que tu souhaitais. Est-ce qu'aujourd'hui, cette stratégie-là, elle est toujours valable? Ou c'est pas une bonne stratégie? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, toujours pareil, à l'heure actuelle, effectivement, alors, ça a été une bonne stratégie qu'il faut garder, mais avec un gros bémol. Je vais vous dire pourquoi. Quand on lance un bien, il faut le louer, il faut le montrer, il faut qu'il soit visible. Quel que soit le produit, on le vend pas cher au début, on connaît la valeur de notre bien. On va monter progressivement le prix. Là, on parle de revenu management. On applique les promotions à 20%. Maintenant, tous les OTA font les promotions, les 3 premiers biens en location soit à moins 20%. Donc là, le conseil que je peux vous donner, que je donnerais à n'importe quel loueur, déjà de base, c'est d'augmenter son prix. Légèrement. Un bien, par exemple, va partir sur une base 100. Je vais vous dire, attention, déjà, vous allez avoir une réduction de 20% sur votre produit final. Donc, c'est pas dire, je vais vendre 120. Parce qu'en fait, tu auras tes prix sur ton prix final. Bon, ça, on ne fera pas encore de maths aujourd'hui, mais moi, je dis tout le temps, augmentez un peu votre prix, faites une promo pour pas perdre trop d'argent. Alors, il faut jamais... ça, c'est un principe qu'il faut garder. Il ne faut pas vendre son froc. Tu considères que ça veut dire que en fait, c'est pas le prix absolu qui compte, que l'offre en fait est plus importante que le prix absolu. C'est-à-dire que si tu as le même prix final, mais que le client voit une promotion de 20%, il va quand même être attiré par la location. J'aime bien Airbnb parce que c'est vraiment un théâtre c'est très opérationnel Airbnb. Alors c'est pour ça que ça plaît ou ça plaît pas en fait. En fonction de la psychologie des gens, c'est très dans l'action. Moi j'aime bien, ça me correspond. C'est très, très dans l'action. On augmente le prix dans ce qu'on appelle des markups. Moi, tous mes prix ont un markup. Et je sais que 3/4, voire 90% des conciergeries ne le font pas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est un markup? C'est-à-dire que je vais augmenter le prix virtuellement de mon prix de base pour pouvoir compenser la commission des OTA. En ce moment, Airbnb, on a grosso modo entre 15 et 17%. Et je dis bien entre, parce que j'ai déjà vu des différences en fonction des villes, etc. Donc on regarde et on va appliquer un markup. Airbnb, pour que ce soit rentable, il faut un markup à 0,21. Pas 17, 0,21 pour... Et après, on reprend moi la commission, j'ai mon tarif que moi je veux. Si je veux 100, il faut que j'ai 100. Parce que c'est pas dire je vends pour vendre, c'est à un moment il faut qu'on gagne de l'argent, il faut que ce soit rentable. Il faut que le marché l'accepte aussi. Il faut avoir un positionnement de prix quand même aussi. Alors le travail du positionnement de prix a été fait en amont. C'est-à-dire que la stratégie, le plan a déjà été fait. Par exemple, si je te dis j'ai un bien, il vaut 100, la nuitée vaut 100. Par contre, là où on va fluctuer sur le prix, c'est purement la stratégie tarifaire. On va baisser à certaines périodes et on va remonter à d'autres. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle le prix de base. On a le prix de base, le prix minimum. Et le prix maximum, effectivement, on peut l'avoir en tête. Des événements particuliers. Voilà, effectivement. Un T1, ça m'embêterait de payer 300 € un T1 à 3, un studio. Ça, une fois qu'on l'a en tête, on pose un markup et après, on va chercher des promos. C'est-à-dire que déjà, je compense l'OTA. Donc, en fait, ça répond aussi à vos questions de tout à l'heure. En soi, c'est pas un problème, la plateforme. Booking, par exemple, on a des markups de base à 0,22. On a des commissions à 18, voire sur Booking, j'ai des commissions nettement à 50%.
Quand je dis ça aux gens, ils me regardent avec des yeux comme ça. 50%, comment c'est possible? Donc, vous pouvez imaginer, ça fait des markups des fois à 0,60, 62 de mémoire. Mais Pourquoi du coup alors derrière, il y 50%? a énormément de promotions, promotions. Booking, vous avez des promotions 2 jours, à la semaine, Oui, au ok. mois. Donc en Et fait, en le, fait, le markup que tu dis de 50% sur Booking, c'est parce que tu prends en compte du coup la commission oui, hein, plus la réduction que tu vas faire via la plateforme. Et voilà, donc tout à du coup, fait. ça te fait une marge de 50% que tu vas devoir réintégrer. Exactement. Ok. Sur Booking, par exemple, on a les programmes Genius. À partir du moment où vous êtes éligible à Genius, c'est-à-dire que déjà votre bien plaît, il a déjà été loué, on a entre 10 et on a 10, 15 et 20, 30% des fois. Parce que je crois que sur. Puis après, on reprend, mais je crois que sur Booking, tu peux gérer le pourcentage de commission que tu leur On donnes. peut gérer, Plus oui, tu donnes voilà, de com, plus tu montes, plus il te lève. plus tu Donc montes c'est dans les bien, stats. ça peut être un boost. Hmm. Un petit tips à garder. Quand vous voyez qu'un bien sur Booking est un peu flagada, vous augmentez la commission temporairement, parce que vous pouvez définir les périodes. Moi, je joue avec ça sur Ouais. Booking. Et là, de suite, vous voyez que votre bien, promotion exceptionnelle, Booking le met en avant, le vend, parce que ils gagnent plus d'argent, Bien sûr. et vous le vendez dans tous les Et, cas. et je sais aussi que Booking, avant peut-être d'augmenter la commission, je sais que Booking, il faut vraiment bien remplir toutes les informations que Booking demande pour compléter complètement son annonce à 100%, même des infos qui ne sont pas visibles par les voyageurs, pardon, pour que Booking te mette réellement en avant. Parce que si tu complètes pas complètement Ouais, exact. toutes les infos, bah, t'es quand même toujours un peu Alors, si on en doit dessous. parler de Booking maintenant, Booking, moi, ce que je peux conseiller, et c'est vraiment les choses à appliquer, c'est de tout lire. Mais vraiment tout. Euh, faut dire ce qui est, Booking, c'est chiant à gérer. Ouais, d'accord. Pour avoir beaucoup d'annonces, j'ai plus de 160 annonces sur Booking. Pas forcément celle de la conciergerie, mais je n'ai pas deux annonces qui se ressemblent. Je n'ai pas le même extranet Booking pour chaque annonce. C'est un truc de folie, ça. Parce que vous n'avez pas chez Airbnb. Donc ça peut décontenancer. Quelqu'un qui dit qu'il y en a un ou deux, c'est pas grave, j'ai un compte partenaire chez Booking, je leur ai demandé, je sais pourquoi j'ai pas la même structuration d'extranet. En fait, c'est en fonction de la date où ça a été créé. Vous êtes sur des modèles différents. Ok. Hmm. À partir de là, quand tu as compris comment ils fonctionnent, tu te dis waouh, c'est pas très calé chez eux. Mm. Donc il faut tout lire. Lisez chaque annonce et surtout appliquer, tout remplir. Les photos. Si vous dites que la photo est mal cadrée ou elle est de mauvaise qualité, chez Booking, ils disent c'est photo de mauvaise qualité. C'est écrit sous la photo, c'est écrit en orange. Il vous donne la dimension, vous retravaillez la photo, vous êtes sur Canva, vous remplissez, vous mettez au bon format. Point. Ça va vite. Mais Une rien photo que ça. extérieure, par exemple, aussi. Je sais que Booking, ils Mettre des veulent photos absolument une photo extérieures, extérieure du bâtiment. mais c'est même mieux, en fait, il faut se placer en tant que voyageur. Bien sûr. Mais je veux dire, si quelqu'un Mm. il ne le fait pas, eh ben, il va pas être autant mis en avant, alors que bon, on pourrait dire, bon, bah, c'est une option. C'est pour du plus. Mais en fait, peut-être que juste avec cette photo, Voilà. l'algo va pas te pousser. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Booking, à la base, vend de l'hôtellerie. Mm. Voilà. Airbnb, à la base, vend de la chambre chez l'habitant. On est sur deux paradigmes différents. Ah bah justement, si je peux te poser une question Mm. là-dessus. Deux questions. Première question, euh, quelle est la meilleure clientèle? Clientèle Booking, clientèle Airbnb. Et ensuite, deuxième question, euh, que va rechercher la clientèle Booking et que va rechercher la clientèle Airbnb? Ça, c'est pour ceux qui ont des biens d'une typologie certaine. Ils se disent, mais où est-ce qu'il faut que je publie en fonction de mon produit? Mm. Voilà, donc quelles sont les deux typologies de plateformes, de clients et qu'est-ce qu'ils Alors, veulent c'est une très bonne question. Il y a des pro Airbnb, des pro Booking, des pro rien du tout. On parlait de sites en direct, on a des pro rien du tout. Des pro de France, par exemple. Alors c'est vrai que Gîtes de France, on est désolé, on n'a pas pensé à parler de vous. Mais Alors- on pourrait en parler. Donc juste si tu peux répondre à ces deux questions-là, grosso modo. Alors, on a deux approches différentes. Et effectivement, déjà, on a des approches loueurs qui sont différentes, avec déjà un état d'esprit différent. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est le client final, l'acheteur de non limité. Et sur quoi on va nicher. Tout à l'heure, on a commencé à en parler. Je dis, c'est un business sur quoi je vais nicher, vers qui je vais nicher mes biens.
Je donne un exemple. On est dans le cœur du bouchon de Troyes, un appartement un bel appartement refait par Estia, très beau, très classe, rue Bruneval par exemple. Euh, sur quelle plateforme je vais le nicher? Alors surtout qui je vais viser, à qui je veux le vendre. Est-ce que je veux le vendre à des étudiants qui vont faire la fête tous les soirs? Là, je vais honnêtement, tout le monde va me dire, ouais, mais sur Airbnb, tu auras des problèmes. Ils vont te le détruire. Moi, je dis, ok, prouvez-moi. Prouvez-moi Hmm. que c'est vrai, ça. Moi, j'ai moins de problèmes sur Airbnb que sur Booking. Tout le monde va dire, oui, je vais louer sur Booking, je vais louer chez Abritel parce qu'il n'y a jamais de problème. Alors, oui et non. Moi, tout à l'heure, je vais faire de la pub pour Starbucks. J'ai bu mon café, voilà, j'ai remis en état un appartement ce matin. Je dis pause café avec mes petits pancakes. J'entends trois dames âgées, voilà, qui approchaient la soixantaine. Elles parlaient d'une réservation. Elle me dit tiens, dans mon Airbnb. Alors, j'ai tendu l'oreille, le radar, j'avais les écoutilles ouvertes. Elles parlaient, et en fait, dans leur discussion, elles n'étaient pas dans un Airbnb, elles étaient dans un Booking. On me dit non, mais j'ai fait la réservation sur je sais pas quoi, sur Booking, etc. Mais la terminologie, comme on prend un Kleenex, comme on prend un chewing-gum, Ils sont rentrés. elles vont dans un Airbnb. On ne peut pas passer à côté d'Airbnb. Mais il ne faut pas occulter Booking. Ce sont deux acteurs incontournables de la location. Donc, donc toi, tu conseillerais dans tous les cas Les deux, d'être sur les deux mais plateformes. pas en même temps. C'est-à-dire pas en même temps. Alors, je vous donne le tips que je donne à tout le monde, à toutes les conciergeries, à tous les loueurs. Vous lancez sur Airbnb. Déjà, d'une, c'est beaucoup plus simple à lancer. Développer la stratégie Airbnb. Ce sont deux stratégies différentes. Vous lancez sur Airbnb et là, vous faites du forcing. Et là, vous envoyez sur Airbnb. On parle de prix, de stratégie. Vous testez vos photos, votre texte. Parce que Airbnb, c'est une vitrine. Voilà, c'est un magasin. Vous vendez. Vous allez chercher une voiture, et ben c'est un concessionnaire. Bah, vous rentrez, vous regardez les photos, ça marche pas, et là vous testez votre marché tout de suite. Après, au bout de 15-20 jours, vous lancez sur Booking. Ça vous laisse le temps de maturer un petit peu votre annonce. Parce que si au bout d'une semaine, vous voyez qu'il n'y a aucune touche, c'est qu'il y a un problème. Soit il faut refaire les photos, vous engueulez votre photographe, ou si vous n'avez pas pris un pro ou vos photos sont pas belles, bah faut les refaire. Ou l'annonce n'est pas bien faite. Voilà, toute la structuration n'est pas bonne, la logique des prix n'est pas bonne, les réductions sont pas bonnes non plus. Voilà. Après, vous allez sur Booking avec toutes ces données-là et vous structurez votre annonce. Surtout que c'est très facile de créer une annonce maintenant sur Booking. Et je vous parle même pas de channel manager ou d'outils externes. C'est que vous mettez le lien d'Airbnb, vous le mettez sur Booking et Booking vous crée l'annonce. Donc dans la logique d'acquisition de marché de Booking, parce que depuis 1 an et demi, ils ont développé extrêmement leur marché sur la location courte durée, vous mettez le lien de votre annonce externe, ils vous aspirent l'annonce, ils prennent toutes les infos. Ça, c'est malin. Donc vous commencez par Airbnb et après vous faites Booking. Vous pouvez le faire dans la journée si vous voulez. Mais un conseil, ne lancez pas l'annonce Booking tout de suite. Parce que d'une, là on va parler plus de stratégie Internet, de recherche sur Internet, sur Google par exemple. Les deux annonces vont arriver sur le marché, le problème c'est qu'elles sont en concurrence. Il n'y a rien de pire que chez un marchand d'avoir deux biens, et là par exemple je fais le parallèle avec une agence immobilière, ou un mandataire IMO, vous êtes en mandat simple. En fait, vous mettez les deux plateformes en mandat simple. Mais dans la tête du vendeur, il va se dire quoi? Oh là, attends, mon compte est en train de vendre ailleurs, parce qu'il le sait maintenant avec l'IA, c'est facile. Hein. Mais là, tu vends moins cher chez l'autre. Bah, votre annonce, elle est morte. Alors chez Airbnb, c'est ce qui se passe, hein, je vous le dis. Si jamais Airbnb s'aperçoit, il n'y a personne, il n'y a pas un petit monsieur qui regarde les prix. Hein. Tout est automatisé, ils ont développé une IA très puissante, même s'ils n'en parlent pas. En off, ça parle, officiellement, ils n'en parlent pas. Ils comparent, ils regardent les annonces, ils regardent le texte, ils regardent les photos, ils regardent les prix. Et si jamais votre prix est inférieur ailleurs, votre annonce est tout de suite déclassée. Et j'ai fait le test. Donc ça, c'est sur un de mes biens. Airbnb. Sur Booking, ils ont la même... À Booking, ils ont à peu près la même stratégie. Ok. Donc tu conseillerais d'avoir le même prix partout? On peut pas avoir le même prix partout par rapport à ce que je vous ai dit. Après, il faut modifier ton markup du coup pour avoir le même On prix modifie le partout. markup. Et par exemple, sur Booking, tips encore un, gratuit, utilisez les options mobiles. Tarif mobile. 3/4 des réservations sont faites sur un smartphone. Donc, faites 10%, offrez 10% à vos voyageurs. Mais les 10%,
Si vous dites, si je ne monte pas mes prix, je vais encore perdre 10%. J'ai déjà 18% de commission, 18 à 20% de commission, 10% de ça. Il suffit qu'il ait Genius, tarif flex, tarif qui sont encore créés. Il y a plein de tarifs. Au final, on arrive facilement à 50% de réduction cumulable. Pensez à augmenter votre prix. Parce que sinon, vous travaillez pour eux. Ouais. Enfin, vous travaillez, vous pourriez vous rémunérer que grâce au ménage. C'est pas le but. Et attention, ça j'ai beau le dire, les commissions sont dues sur les frais des autres frais, sur tous les frais, sur les frais de ménage. Alors ce qu'on appelle frais de ménage, c'est les frais effectivement de remise en état et blanchisserie. Là, je vois beaucoup d'annonces qui sont pas chères en frais d'entretien, mais quand Airbnb passe derrière, et puis tout le monde, encore ce matin, j'entends, ouais, mais ils prennent trop d'argent. Il me reste rien, et là j'entends, t'as mis combien pour ton T2? Ah, j'ai mis 20 euros. Enfin, 20 euros, j'ai fait 20 euros, on enlève 20% de commission, il reste quoi, 16 pour une heure et demie de travail. Il faut quand même redresser le lit, etc. Il faut payer les charges. Faut payer les charges, je dis, il te reste, allez, quoi, moins de 10. Honnêtement, je trouve personne qui travaille à ce prix-là. Déjà, je paye même pas ma blanchisserie. J'ai payé ma blanchisserie, les frais, et il me reste rien. En fait, le personnel est même pas payé. Donc ça peut pas marcher. Sauf si on le fait soi-même. Là, effectivement, si on le fait soi-même, oui, c'est rentable. Mais il faut avoir des prix d'entretien cohérents. Il faut avoir des frais de service cohérents. Il ne faut pas non plus se gaver sur les frais de service. Il ne faut pas se dire, je vais mettre 100 euros pour un studio. C'est se tirer une balle dans le pied, parce que plus personne n'a raison. C'est trouver un juste équilibre. Et c'est là où l'expérience de quelqu'un qui connaît d'une conciergerie, d'un gestionnaire, d'un consultant, comme je peux faire des fois, je leur dis, ok, mettez ce prix-là, on ne peut pas faire moins, il y a un stop loss, on ne peut pas moins, mais le but, pour un particulier, c'est pas de gagner d'argent sur les frais d'entretien. Pour une structure professionnelle comme une conciergerie et un gestionnaire de biens professionnels, normalement, il faut marger. Donc on marge légèrement sur les frais d'entretien. Mais on va réussir à avoir quasiment les mêmes prix parce qu'on va travailler sur du volume, sur l'acquisition de gros portefeuilles. Et là, effectivement, on va réussir à réduire les coûts. Seulement à ce niveau-là, seulement là. Et sur le côté nombre de nuitées, tu es plutôt team une nuit minimum, 2 nuits minimum, 3 nuits minimum? Parce que ça réduit aussi, t'as qu'une seule fois le ménage. Si tu as 2 nuits ou 3 nuits, le ménage il est dilué sur 3 jours ou 2 jours. Tout à fait. Mais alors voilà, ça répond exactement à ce que je viens de dire juste avant. Si ton prix de ménage est bien calculé, c'est pas un problème. Si tu as structuré une équipe, si tu as une bonne équipe derrière, si c'est toi qui le fais, tu vas me dire tous les jours tu vas en avoir marre. Si c'est pas ton métier de faire le ménage, honnêtement, je connais personne qui aime faire du ménage. Voilà. Même mes femmes de ménage, au bout d'un moment, ça les saoule. Même si c'est un métier, elles sont très bien payées pour ça, mais au bout d'un moment, j'en ai marre d'y aller tous les jours. Bon, sauf certaines qui ont compris ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Parce que moi, quand je faisais du Airbnb, je faisais mon propre ménage. C'est pour ça que je te posais la question, combien tu peux gérer quand c'est toi qui fais le ménage. Moi, je crois que je devais au max, j'ai dû en avoir 4. Parce que les gens partent vers 11h, des fois midi. Ouais, tout à fait. Les autres, ils arrivent à 16-17. Donc, il faut que tu aies le temps d'aller dans ton Airbnb, faire ton ménage, reprendre tes petites affaires, aller dans le deuxième, aller dans le troisième, aller dans le quatrième. Exactement. Donc, c'est vrai que quand tu le fais toi tout seul, ton propre ménage, voilà, c'est... Mais là, tu réponds à toutes les questions depuis tout à l'heure. Combien je peux en gérer tout seul? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je peux le faire tout seul? Mais on invite nos limites, nos propres limites personnelles, physiques. Parce que là, ça devient physique de faire des ménages du matin au soir. C'est un job. Ouais. Et surtout quand on a une sortie à 10 ou 11 heures et que les gens nous disent est-ce que je peux rentrer à 14 heures? Ou qu'ils viennent sans vous le dire, parce qu'en fait, ils viennent sans vous le dire. C'est écrit 16 heures, mais personne ne lit. Ils sont là à midi. Moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé, c'était dans l'appart, le ménage, j'arrive avec mes sacs. Qu'est-ce qu'ils font là? Et c'est les nouveaux. Moi, je crois qu'ils partaient, mais non, ils venaient d'arriver. Mais en fait, ils lisent pas. Honnêtement, vous pouvez faire tous les guides que vous voulez. Personne ne lit. Ça, c'est un autre sujet. Mais donc là, il faut structurer de manière professionnelle, d'avoir des bons process très carrés et se me dire combien je peux en faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée.
Alors, ça va venir sur, tu me dis, voilà, j'en avais 4-5. Pour répondre à ta question, est-ce que j'ouvre tout à la nuitée? Ben, je voudrais te dire non. C'est même pas tant. Alors, un autre tips. Pour tous les gestionnaires ou les gens qui commencent à en avoir beaucoup à partir de 10, hein, voilà. Si tu en as 5, c'est facile à gérer. Enfin, facile. Un petit process mis en place, un tableau, un Google Calendar, ça se passe très bien. Si vous avez 5 studios à gérer, à peu près rassemblés au même endroit, alors ça c'est pareil, c'est des stratégies aussi de développement, à peu près au même endroit, c'est faisable dans la journée. On carbure, on y va, des bonnes techniques de ménage, un bon studio fait en 20 minutes, c'est fait. Par contre, faut pas traîner, hein. Les draps, tout. Ouais, 20 minutes, Ouais. t'es optimiste, moi j'y arrive pas. Mais peut-être des professionnels J'ai du fait des ménage. records en 20 minutes. Par contre, Et j'ai après, développé des techniques de folie rien que pour mettre une mousse de couette. Mais ça, c'est sûr. Mais ça dépend aussi dans quel état on t'a laissé le logement. Tu vois, des fois, on va Voilà. pouvoir faire un logement en 20 minutes. Et c'est aussi là-dessus, des fois, qu'il faut. On a Alors, du mal, des fois, à tarifier. Tu vois, tu relèves faire une un point tarification très pour le important, ménage. c'est dans la préparation de la création d'un bien. Tout le monde oublie l'après, l'entretien. Mais comme une voiture, par exemple, tu achètes une Porsche, personne ne pense à l'entretien. Tu achètes une Ferrari, tout le monde peut, comme je dis, tout le monde peut s'acheter une Porsche. Tout le monde peut s'acheter un badass, tu vois, un truc de fou. Mais personne ne pense à l'entretien, à l'assurance, etc. derrière. Moi, je pense toujours, quand je prends un bien ou quand j'accompagne des gens à la création d'un bien, je me dis, oh attends, là on a telle salle de bain, tel bac de douche, celui-là j'en veux pas. C'est ça, je connais, granité, etc. Alors c'est beau, hein. Mais ça, il va falloir frotter, on va perdre 5 minutes sur ça. Les parois vitrées, ça j'en veux pas, l'éclairage, etc. Si tu me demandes des conseils pour créer un bien optimisé à fond, bah la liste est vite faite, hein. Je te montre un bien qui est optimisé, en 20 minutes il est fait. Mais 20 minutes ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux donner justement un petit peu les choses, par exemple, pour les sols, ce que tu recommandes? Voilà, un petit peu là, si tu devais faire une liste, une petite liste de Ah bah, tous les je vais te faire une matériaux liste, ou tiens. les choses qu'il faudrait pas ou qu'il faudrait mettre. Sur l'exemple de studio, les Pitou. Ils sont rue Pitou à 3 petits studios, ils font optimisés, ils font 20 mètres carrés. Ok. Un beau carré. Un truc simple. Mur blanc. Donc en mur, on a de la toile de verre. Voilà. Alors, pourtant les murs ont été refaits, mais c'est plus facile à réparer. Ok. Toile de verre, comme ça s'il y a un accro, on refait vite fait. On n'a pas tout le mur à refaire. Ok. Au sol, on a... Qu'est-ce qu'on a mis? Un parquet résistant, quelque chose de vraiment résistant, facile d'entretien, Plutôt pas lame besoin de PVC, mouiller. tu dirais? Là, on a mis un stratifié? parquet stratifié, mais voilà, qualité bien résistante. Ok. Il y a des postes où il ne faut pas lésiner. Ouais. Il y a d'autres, on va pouvoir, et effectivement, on va énormément réduire sur beaucoup de postes. Ouais. Moi, franchement, sur les sols, maintenant, à partir du moment où c'est de la location, lame PVC ou carrelage, je mets plus de stratifié parce que même les stratifiés, par exemple, Carrelage, c'est parfait. hydrofuge, Ah ouais. et ben finalement, au bout de 3-4 ans, bah, il y a toujours la femme de ménage ou le client qui a fait tomber un seau d'eau ou qui a fait. Et Exact. finalement, ça s'abîme quand même. Ça s'abîme. Alors, le mieux, c'est les lames PVC. Il faut prendre des bonnes lames qui s'érodent pas trop parce qu'on a toujours, ça frotte Bien sûr. les gens qui vont bouger les chaises, etc. Ou des petits coins de carrelage à certains endroits où il y a l'étape, par exemple. Tout à fait. Petite kitchenette, Ok. mais vraiment optimisée. Voilà, des choses pas trop chères. Un micro-ondes. Un plaque de feu vitraux, surtout pas induction. Si vous avez des problèmes de poêle, c'est pareil, ça, personne n'y pense. L'induction, c'est bien, mais c'est cher. C'est plus cher, et surtout qu'après, il faut les bons outils qui vont avec, les bonnes poêles. Mais ces poêles-là, elles valent plus cher normalement, bien que c'est baissé. On parle souvent de Ikea, mais le 365 d'Ikea, des choses de base, des assiettes. Vous achetez une pile d'assiettes, elle est cassée, on en remplace. La blanche que vous achetez n'importe où, les verres, pareil. On fait quelque chose de basique. Des murs blancs, des rideaux. Alors, voilage rideau en fonction de s'il y a des volets, etc. Ça, c'est indéniable, il faut en mettre. Les gens aiment bien se cacher un petit peu. La salle de bain, ce que vous faites, par exemple, dans les produits, des choses simples, mais surtout très faciles d'entretien. Et c'est là où on va gagner du temps. Mais une salle de bain, on gagne facilement 10 minutes, un quart d'heure. De la douche, avec des flexibles durs, pas ceux qui se tordent là. On prend les tuyaux là comme ils font maintenant. Ouais, je vois. C'est parfait.
J'en change beaucoup moins qu'avant, ça. Mm. Un peu plus cher l'achat, mais ça dure plus longtemps. Et les toilettes. Les toilettes, les évacs, pensez. Et évac, alors c'est pareil, ça c'est un point. Les plombiers, je leur tire les oreilles. Arrêtez de mettre du 40. Je leur dis, mettez du 100 direct. Mais même une évac déviée, hein. Je dis, tu mets du 100, j'ai pas de souci. Mais j'ai plus de souci. Hmm. Vous raccordez un lave-linge, il n'y a plus de souci. Ça évite que ça déborde, que ça casse tous les parquets, etc. Une fois que c'est fait, vous arrivez, vous mettez. Alors j'ai optimisé, je crois que j'ai jamais aussi bien optimisé un appartement. Un lit, une table de chevet, une commode, une télé. Et une table haute de chez Ikea avec 2 tabourets hauts. Parce qu'il faut bien s'asseoir quand même. C'est tout. Et ça tient dans 20 mètres carrés, c'est tout le temps loué. Et je suis à minimum 80% d'occupation. Ça fait partie des biens qui se louent le mieux. Et à la base, ce sont des loyers de nus qui valent 300, combien ils valent 375 et 385. Donc Ok. imaginez, on peut se faire 900 € avec ça. Mais c'est tout que ça. Et sur des ménages qui vont durer 20 minutes, une demi-heure. Et encore, quand je vous dis ça, les résultats sont nets. C'est-à-dire que j'ai une femme de ménage qui vient le faire. Donc là, on parlait de la décoration et voilà, de comment t'optimises un petit peu plutôt penser à l'après, au ménage, etc. Est-ce que tu peux donner un petit peu tes critères pour que justement un bien puisse, selon toi, fonctionner en Airbnb? Là, je parle Mm. au sens large, c'est-à-dire peut-être l'emplacement, la typologie, peut-être aussi au niveau de la copro, de l'accès, je sais pas. Est-ce que tu peux me donner une petite liste des critères principaux pour lesquels, si le bien ne répond pas à un de ces critères, tu penses que il faut vraiment se poser fortement la question avant de le mettre en location courte durée? Alors, je voudrais dire, déjà de base, et c'est ce que j'ai pu voir, expérimenter en 6 ans, euh, quel est le degré d'implication émotionnelle du propriétaire. On en sent bien. Euh, En fait, ça change énormément la donne. Souvent, des fois, les gens achètent bien par hasard au bon endroit. Ça m'arrivait. Ou achètent en pensant, parce qu'on leur a vendu du rêve, en leur disant, bah tiens, t'es dans le bouchon, t'es dans une super artère et un bel immeuble. Et ça va super bien se louer. Euh, Ça va dépendre de tellement de critères. Il y a vraiment quelque chose de très subjectif dans ce genre de vente. Mais ça, c'est quelque chose qu'on repère dans toute la vente en général, surtout dans les biens immobiliers. Euh, il y a l'expérience et le ressenti de la personne quand elle arrive. Donc ça comprend quoi? Ça comprend l'emplacement dans la ville, la proximité des premiers services. Donc on parle de la gare, des aéroports s'il y a. Pour rester à 3, ça va être les axes routiers, les parkings et la gare. Voilà. Mais ça n'avait pas tout. Qu'est-ce qu'on va avoir à côté? Est-ce que vous êtes proche de services, de petites supérettes, peut-être des musées? Ça, on va sur une niche touriste. Ou est-ce qu'on va être proche de parking, du cube, par exemple, du centre d'exposition, des écoles, des centres d'activité? Et là, on va s'adresser à une niche professionnelle, pro-travailleur. À partir de ce moment-là, je me dis, ah, je veux un superbe bien qui soit très beau. Ok, là, on va peut-être penser à une niche touriste et on va développer sur une niche touriste. Que veut un touriste? Se ferait du plaisir. Il veut du plaisir, il veut se faire plaisir avant tout. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que moi, si je dois payer un week-end, et déjà, je parle de week-end, je me fais plaisir en week-end avec ma femme, je vais chercher le plus beau bien. Le plus beau, qui soit bien, et d'avoir l'effet waouh. On parle souvent d'effet waouh à chaque fois. Dire ah ouais, génial, putain, l'entrée est super. La rue, tiens, on est rentré par la rue, c'est très mignon, la rue piétonne, oh, c'est vraiment sympa. Oh, l'immeuble magnifique avec une belle porte en fer forgé. Oh, déjà, première impression, c'est sympa. Mais si derrière vous arrivez, que vous avez un truc tout pourri, qu'on ne peut pas encore en voir à 3, bon, laissez tomber, vous êtes mort. C'est dommage. Par contre, vous arrivez, c'est encore sur une petite cour sympa, j'en pense à un rue Saucier que j'ai rentré. Oh, la cour est magnifique. Des petits carreaux au sol, hein, c'est super beau. C'est un rez-de-chaussée duplex, refait à neuf. Là, l'effet wow, il y est du début à la fin. Ok.
Donc, du début à la fin, comme des trucs que tu sais faire. Hein. On l'a jusqu'au bout. Après, effectivement, on va offrir des services en interne, dans le bien. Alors, je parle de services, c'est la literie, la télé, les services comme Netflix, Disney+, ce genre de choses. La salle de bain est devenue un critère important. Baignoire, douche, spa. Spa est une option, même s'il y en a beaucoup maintenant. C'est devenu une option qui est demandée, qui fait un peu le petit plus. C'est toujours sympa de se dire, bah tiens, c'est sympa d'avoir un spa pour se détendre le week-end ou après une marche, avoir traversé toute la ville. Je vais faire un spa enfin une baignoire balnéo dans l'appartement. Et là, je te rejoins, Pierre, c'est qu'on va effectivement chercher l'eau du marché. Mais pour seulement aller chercher l'eau du marché, c'est avec des critères très stricts. donc là, emplacement, service. Services, alors les Ouais. services que tu peux proposer en tant que particulier, mais Ouais. aussi si c'est un service de conciergerie, quels sont les services que la conciergerie va proposer? Ouais, par exemple. Conciergerie, c'est pas que faire le ménage à la blanchisserie. C'est aussi répondre à 24, 7 jours sur 7. Alors, il faut quand même nous laisser du temps pour répondre, même si on a des outils maintenant performants. Mais c'est aussi peut-être répondre à des besoins, par exemple de chauffage qui ne fonctionne pas, de télé, parce que ça se trouve, les piles sont pas dans le boîtier ou elles ne fonctionnent plus. Donc c'est se dire, ok, où est-ce qu'on a mis des piles de rechange? Quel service je peux proposer? Des partenariats avec des commerçants, des artisans, des restaurateurs. Dire, où est-ce que je peux aller? Tiens, j'ai faim, il est 20h, je sais pas, qu'est-ce que vous me conseillez? Mm. Je leur dis, bah tiens, elle est là-bas de ma part. Ça peut être sous forme de guide, de petites plaquettes, etc. Guide digital, guide papier, ou de relationnel, effectivement, avec les gens. Euh, Je pense qu'il va falloir qu'on finisse bientôt. Est-ce que Mathieu, tu as encore une liste de questions ou Franck, tu Euh, pourrais répondre de manière très synthétique? ouais, je pense que on pourrait à la limite Bah là, je peux finir juste sur la partie Ouais. pro, parce que ça, c'est Ouais. important, ça, pour à côté. Donc là, on a la partie touriste et on a la partie professionnelle. Moi, j'ai niché énormément de biens, ce qu'on appelle de la gamme éco. Ok. Un pro va chercher, lui, il a un panier. Comme il a un panier repas, il a un panier de déplacement. Donc il a un budget à pas dépasser. Quand tu as ça en tête, tu vas placer tes prix en fonction et tu vas aller chercher ces gens. Ces gens-là, ils n'ont pas besoin du baignoire balnéo. Ils n'ont pas besoin d'une peinture vert, je sais pas quoi, ou du terracotta. Enfin, Hmm. honnêtement, ils s'en fichent. Il faut que ce soit confortable, propre, fonctionnel, qu'ils puissent avoir la télé, regarder les infos. La Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est important, parce qu'ils sont tous dans leur chambre indépendamment. Euh, de pouvoir rentrer comme ils veulent. Après, si l'immeuble est pas beau, c'est pas un problème. Si l'appartement, c'est pas le plus beau du monde, c'est pas un problème non plus. Euh, mais ils ont besoin aussi de se garer à proximité. Ça, ce Voilà. qu'on peut peut-être conseiller un petit peu aux gens aussi là-dessus, c'est un investisseur qui aurait l'idée peut-être de faire un Airbnb, justement de se rapprocher d'une conciergerie en amont des travaux, au début de son achat, pour pouvoir Tout à dire fait, ouais. comment je vais le positionner. Et du coup, les Mm. travaux, comme on disait là, finalement, en fonction de l'emplacement de son bien et peut-être de Mm. sa copro, et ben finalement, les travaux qu'on va réaliser dedans Mm. pour faire, dans les deux cas du Airbnb, vont être complètement différents. Donc si on l'a Tout à fait, anticipé, ouais. qu'un professionnel nous a conseillé dessus, bah, on va peut-être avoir une bien meilleure rentabilité parce que finalement faire du simple, ça coûte beaucoup moins cher que faire un bien coup de cœur avec une balnéo, etc. Et finalement, on pourra avoir une rentabilité qui est tout à fait entendable sur un bien simple. Exactement. Puis vous allez être d'accord avec moi, la renta, elle se fait quand? À l'achat? Hmm. Aux travaux? Pas après. Après, c'est foutu. Ça, on entend beaucoup de personnes C'est. acheter très cher en disant je vais rentabiliser avec le Airbnb. Nous, on en Ah, parle souvent avec des clients qu'on voit ouais. et on leur dit base pas sur ton Airbnb. Airbnb, c'est une façon d'exploiter en Voilà, tout à fait. plus. Donc, c'est du temps à y C'est du passer, c'est de bonus. l'énergie. Et donc, ça sera quelque chose qui viendra booster si tu passes de l'énergie. Et si tu passes pas de l'énergie, en tout cas à 3, je sais que Mm. tu vas me dire si tu confirmes, euh, quand on intègre les frais de la conciergerie, de tous les frais du linge, du ménage, de tout, Mm. finalement, on peut pas dire on va gagner deux fois plus que si on louait classiquement, Non, je vais être enlever tous honnête les avec frais. toi. En revenu, tu retires 50%. J'ai retourné dans tous les sens, quels que soient les cas de figure. Après, tu parles des biens qui fonctionnent très bien, où là, tu vas réduire ce taux. Et là, je parle vraiment de taux, en fait, en maîtrise de coût. On peut être à
généralement, tu dépenses 50% de charges. Et par rapport à quelqu'un, par exemple, quand tu vois un studio, par exemple, à 3 que tu louerais, on va dire, allez, 450 €, Mm. quand toi, tu le prends en location Airbnb, quelle est la proportion que tu arrives à rendre en bénéfice net à un client? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Est-ce qu'en général, il gagne 50 € de plus? Il gagne à peu près C'est la une bonne même chose, mais question. il gagne plus de disponibilité? Le but, c'est de gagner plus. Le but, c'est de gagner plus, et en réalité? Mais dans les deux sens, hein, attention, hein. Un bien qui fonctionne pas, c'est un coût pour la société qui l'exploite. Bien sûr. Moi, un bien me coûte de l'argent tous les mois. Donc des fois, je me sépare de biens qui fonctionnent pas, pour plein de raisons. Je vais pas y revenir, mais euh, Quand j'ai- on va avoir des biens qui on peut doubler la valeur locative, Ok. en sachant que derrière, on va avoir des charges. Oui, voilà, c'est Donc, ça. Moi, je parle en net pour le client. Parce que on doublé en chiffre alors j'ai pas d'affaires, tous les chiffres. mais à peu En près, gros, est-ce que tu arrives en gros à maintenir? un appart qui fonctionne, normalement, Moi je il dis tout devrait... le temps, alors net, je dis tout le temps aux gens, je leur conseille en tout cas, toujours se faire plus du 200, 300 en plus. Ok. Pour se dire, ok, je gagne plus. Mais déjà psychologiquement, 50 euros, moi j'arrête. Hmm. 50 euros, je veux dire, et j'ai un adage, c'est le TGE, le taux gain emmerdement. Mhm. C'est-à-dire si ça m'entraîne plus de travail, plus d'emmerdement que d'argent, en fait ça sert à rien. Pour toi, ouais, mais du coup, le client final qui louait Alors 450, pour moi ou comme pour le il ferait loueur, 550, 650, 750, grand maximum, d'après toi. tout dépend de la typologie du bien. Euh, tu dépenses sur quelle niche Hmm. et Et tu sur un dépenses qu'on studio, entre vise. guillemets, Et c'est dur de parler de chiffres en fait, de dire il y a une solution miracle. Non, il n'y en a pas. Euh, il y a des villes qui s'y prêtent, il y a un marché qui s'y prête. Et quand je dis souvent, moi je pose toujours la même question aux personnes qui viennent me voir pour les mettre en gestion. Je leur demande toujours leur coût de revient, leur minimum mensuel. Bien souvent, personne ne le connaît celui-là. Bah, bien sûr. Personne n'est en capacité de me dire combien il lui faut tous les mois fixe. Donc après, Pourtant, c'est pas compliqué. Bah, moi, j'ai un crédit, je sais combien je rembourse à la banque. Je sais combien il me faut. banque, impôts, Oui, charges, là, il d'accord. va avoir syndic. l'électricité, il va On avoir va, l'eau. voilà, on va Parce que monter. Ah je oui, voudrais oui, faire un petit point aussi là-dessus. Mm. Tout à l'heure, on parlait des balnéos, et moi j'ai des logements balnéos. Et bah, c'est vrai que ça a été énormément la mode, et on a eu une expansion de ça incroyable sur Airbnb. Donc du coup, forcément, plus d'offres, donc le marché qui se tend un petit peu sur... en tout cas, on valorise un peu moins du coup ces balnéos. Et il y a quand même des vraies problématiques de frais là-dessus Mhm. qu'il faut prendre en compte. Parce que même rien qu'en frais d'eau chaude, quand on soit en chauffage collectif ou en individuel, parce qu'au final, quand on va faire chauffer un ballon Mhm. de 200 litres pour remplir la baignoire balnéo, l'électricité liée au surcoût de ça va être énorme. Et ça, en fait, oui, on va gagner plus, mais nos charges vont être vraiment démultipliées. Moi, sur 2 appartements en baignoire balnéo qui se louaient bien cette année-là, je crois que j'ai eu 13 000 € de frais de syndic cette année-là. Oui. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et des fois, en fait, moi maintenant, je vais essayer de modifier ça. Et bon, de toute façon, la mode est passée, entre guillemets, maintenant il y en a trop. Mais je pense qu'il y a d'autres services qu'on peut proposer qui vont peut-être avoir un coût de départ, mais en tout cas beaucoup moins de coûts sur Oui. la longueur. Alors, il y a des solutions auxquelles personne ne pense. Euh, alors déjà, j'ai mon avis sur ce type de logement. Pour moi, c'est une fausse bonne idée. Comme tu dis, il y a énormément de coûts derrière Mhm. d'entretien. Déjà, moi en interne, c'est trop du personnel pour les nettoyer. Sachant ce que les gens peuvent faire dedans. C'est la vérité, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de baignoire? Bien sûr. Ça fait peur des fois. Je voudrais me promener avec une lampe à UV, le filmer. Mais il y a déjà ce point-là. Après, il y a le coût de l'entretien, de la mise en place. À qui ça bénéficie le plus? Au final, au plombier, hein. Lui, il a vendu sa balnéo, il a fait l'installation, il t'a mis un ballon à 200 litres. Mhm. Donc déjà, ça coûte beaucoup plus cher. Mhm. Et tu as des frais de folie à faire. Ouais, c'est énorme. Là, pour ce point-là, pour le ballon et pour beaucoup de personnes qui ont ça, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un chauffe-eau déporté. Je vous donne un tips, peut-être même dans d'autres professions, dans le pressing, dans les blanchisseries, ce qu'on fait en ce moment. Par exemple, dans les pressings, les machines, les lave-linges,
on met des lave-linges à froid, mais avec un chauffe-eau déporté. Alors, je vais essayer, c'est-à-dire qu'on a un petit chauffe-eau à côté, qui va chauffer l'eau que pour une machine. Au lieu d'avoir un ballon de 100 ou 200 litres qui va chauffer en continu, c'est ça le problème en fait. Il va chauffer l'équivalent d'un petit ballon de 20 litres, ou combien il fait? Non, je crois qu'il fait 20 litres, donc c'est pas énorme. Hein. Il chauffe 20 litres, ça chauffe ultra vite, et ça fait le temps d'une machine. Il se vide pour la machine, il va se remplir, et quand on en a besoin, et ben, il va se remplir, il se réchauffe. Et il est coupé tous les soirs, hein, il se réchauffe que le matin. C'est exactement ça qu'il faut faire sur ce type d'exploitation, c'est-à-dire qu'il faut un chauffe-eau déporté, ou un plus petit, et comme ça en plus, on ne va pas parler de réglementation, DPE, etc. Un chauffe-eau de 200 litres sur un T2, tu vas te faire Ça allumer. dégringole la note. Ouais. Tu vas te faire allumer. Ouais, Autant mettre un petit Acapulco extra plat. Mais sauf que dans l'autre côté, si le client il vient pour une baignoire balnéo et qu'il a pas Mais assez il d'eau vient chaude pour pour l'eau la chaude. remplir, Et on est d'accord. ou qu'il peut pas en faire une deuxième Voilà. par exemple, eh ben tu vas te faire aussi allumer dans les commentaires et donc finalement ton annonce va. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà. Après, c'est une solution, c'est d'avoir un Mhm. chauffe-eau déporté en plus. Ok. De pouvoir. Moi, je dis tout le temps, c'est bien d'avoir la location courte durée, mais il faut être en capacité de passer vite fait à un autre mode de location. Ouais, c'est sûr. Si demain les plateformes pètent, si on n'a plus le droit de. Tout ce monde, demain, on te dit, tiens, t'as plus le droit d'en faire. Ouais, bah, bien sûr. Oh, comment on fait? Il faut tout changer. Ouais. Et là, il y a du travail. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous partager peut-être quelques petites anecdotes bon, voilà, on sait qu'en location courte durée, on en voit quand même un petit peu tous les jours des choses qui soient rigolotes ou moins rigolotes. Sur des clients, est-ce que tu as eu des grosses dégradations, quelque chose un peu catastrophique? Est-ce que tu as eu des choses très drôles d'un point de vue d'un client? Est-ce que tu peux nous partager une ou deux petites anecdotes? Bon, humainement, on se rappelle toujours de ce qui va pas. Ouais, c'est On va parler du pire. Le pire, c'est tout ce qui est dégradation, mais vraiment violent. J'ai eu des bagarres dans des appartements avec lits cassés, mobilier cassé, pas de fenêtre, heureusement. Récemment, il y a encore pas longtemps, on a eu un encadrement de porte d'entrée qui a été fracturé. Parce que dans cet appartement-là, est passée à la trappe une fille qui travaillait. Voilà. On a eu deux loulous, pourtant dans un immeuble sécurisé avec fermeture automatisée et caméra. Hein. Mhm. Ils sont rentrés, on les voit sur les vidéos, ils sont rentrés, ils ont fracturé la porte. Donc tout l'encadrement de porte, les murs en placo sont pétés. Ça, c'est très désagréable à gérer. Dire qu'il y a Surtout toute quand une c'est loué le procédure, lendemain. surtout que c'est pas mon appart. Faut prévenir les propriétaires. Par chance, ça se passe très bien. J'ai beaucoup d'appartements avec eux. Et de par leur métier, ils gèrent ça très vite. Vous voyez, les compétences que j'ai eues avant, pour moi, c'est facile. Parce que j'enseigne aussi avec les gens avec qui je travaille. C'est pas grave, pas de stress. On appelle, on fait un dépôt de plainte, les assurances, l'artisan qui va bien dans le réseau. On appelle l'artisan, c'est réparé en deux. C'est vraiment le côté plus désagréable de l'activité, des draps déchirés ou plein de sang, ou des lits cassés, des sommiers cassés, alors ça ils sont forts. Des micro-ondes fondus, je sais pas comment ils font. Ouais, non, mais des fois, c'est vrai Mais qu'on se rend compte des de trucs des de folie, choses. hein, je sais pas comment c'est imaginable. Ou des fois des télés qui tombent. Mais j'ai dit comment ils font pour faire tomber la télé. Puis non, c'est pas moi, elle est tombée toute seule. On regarde, on a le cadre qui est carrément enlevé, là, les LED qui sont pétés. On se dit, mais non. Et puis la mauvaise foi des gens, forcément, Ouais. c'est pas moi, c'est le chat. Euh, Après, on va dire que c'est le côté le plus désagréable. Oh, j'ai eu des fêtes. Ça c'est su aussi à 3, j'ai géré ça aussi avec la BAC. Ils étaient 2-3 à venir dans un gros appart, ils se retrouvent à 200-300 Ah ouais. dans la rue, etc. Euh, c'est marrant. Bah, moi, ça m'amuse parce que je vois ça maintenant de mon point de vue. C'est un peu compliqué à gérer. Ouais. Surtout que c'était un militaire, le monsieur. Et effectivement, des fois, on s'attend à avoir des profils. Dans la sélection des profils, on dit bah tiens, lui, il est pas mal, militaire, il doit être carré, etc. Ah oui, il était carré. Il a fait la résa et tout le monde est venu. Il a appelé tous les copains. Le copain appelait le copain, etc. etc. Projet X. C'était un peu ça. J'ai eu peur de ça. J'ai eu Ok. peur qu'il me retourne l'appartement. Au final, ça s'est pas trop mal passé. J'ai mis l'équipe dessus, j'étais dessus aussi. Tout réparation, ménage, ni vu ni connu. Ok. Voilà.
Ça, c'est la force de notre travail, c'est de pouvoir réagir dans l'instant, dans l'instantané. Après, alors, 95% du temps, ça se passe très bien. Des fois, on a des petits cadeaux. Moins maintenant, c'est vrai que l'économie fait que les gens laissent un peu moins. Des petits messages bienveillants sur la table, un mot, merci. Si on met un livre d'or, des petits messages d'encouragement. Tiens, telle personne nous a bien accueillis, ou on l'a eu au téléphone, c'est bien passé. Après, les plus belles réussites, j'oserais dire, c'est quand on loue un max. Et quand on a surtout, de mon point de vue en tout cas, de vendeur de nuitées, de dire, ok, j'ai une récurrence. J'ai une personne qui vient, qui dit dans son commentaire, c'était bien, merci pour l'accueil. Souvent, c'est hôte communicant, communicatif, accueillant, etc. Je vais revenir, et cette personne revient. Et elle revient toutes les 2 semaines, 3 semaines, elle vient un mois, des fois, j'en repère qui reviennent au bout d'1 an. Donc, c'est réussir à créer une empreinte, un climat de confiance, et c'est là où le travail de l'entraîne fonctionne, c'est que les gens veulent revenir. Ils se disent, ouais, mais j'ai envie de revenir là, j'ai connu, j'y suis allé, donc j'ai envie d'y retourner. Par exemple, moi, si je me dis, tiens, je vais au Club Med, je m'attends que le Club Med que j'ai fait soit de même qualité. Bien sûr. Ou je vais dans un 5 étoiles, un Marriott, je me dis, je vais dans un Marriott parce que c'est Marriott. Donc le but, c'est de créer une marque, et ça, c'est très dur, en fait, de garder la stabilité, la pérennité des services, de dire, ok, et c'est toujours en faire plus. Et c'est effectivement, si on doit conclure sur quelque chose, quel que soit le mode de location et quel que soit le business, c'est toujours chercher à offrir le service de plus, le service qui va faire que on va me choisir moi et pas un autre. Qu'est-ce qui va faire que pourquoi les gens viennent chez moi, même si mon bien est moins bien que les autres, attention. On parle de concessionnaire voiture, il y a des voitures qui sont moins bien, mais qui se vendent très bien. Voilà, parce qu'ils ont une bonne communication. Il y a des petits points de détail qui ont été abordés qui font toute la différence. Ils ont la bonne niche. Ils répondent aux besoins de la bonne niche. Exactement, c'est répondre à un besoin de certaines personnes. Mais après, on ne peut pas tout faire. Voilà, il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas vendre à du touriste comme vendre à des pros. Après, vous avez des pros qui veulent peut-être une baignoire balnéo, une belle déco, ça arrive. C'est à la marge. Et par contre, ils ont les moyens. Et là, on est sur une niche CSP sup. Voilà. On va chercher du pro qui a les moyens. C'est-à-dire qui a les moyens, c'est soit il est en freelance, donc il doit très bien marger, ou il y a une boîte qui paye très bien, qui paye très bien ses déplacements. Mais attention, je vous le dis, on est qu'à 3. On va conclure là-dessus. Ça fait déjà un bon petit moment qu'on discute. Merci beaucoup. Tu me poses 10 000 questions. Merci Franck. Merci Franck pour tous ces conseils, toutes tes analyses. Et puis, est-ce que tu as peut-être dirigé les gens pour te suivre sur une page ou te contacter s'ils veulent justement mettre en location leur bien à 3 ? Tout à fait, Mongroom sur Facebook, Insta, mongroom.fr pour le site internet. D'accord. Et mongroom.com pour les réservations. Ok, super. Top. Ok. Je pense qu'on a tout. Ouais. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardés. Et à la suite au prochain épisode. Ouais. Merci, à bientôt.